Aujourd'hui, on parlait d'électricité et de capteurs. Dans l'électricité, il y a plein de rappels normalement du collège, que vous avez déjà vu. Et la vraie nouveauté, nous, de cette année, c'est les capteurs. On va faire ça en 3 parties. En premier, on va parler des grandeurs en électricité. Normalement, résistance, tension et intensité doivent vous dire des choses. Après, on va parler des lois dans les circuits. Vous les connaissez déjà pour la plupart, juste elles ont d'autres noms au lycée, mais vous les avez déjà vus au collège. Et en dernier, on parlera des capteurs. Du coup, pour nos grandeurs en électricité, il y en a 3 qui vont nous servir. Elles se mesurent toutes avec ces appareils-là. C'est 2 modèles différents, on en a des jaunes aussi. Mais c'est les mêmes objets, ils servent à la même chose. Ils peuvent mesurer soit la résistance d'un objet, la résistance de notre R en ohms, et elle se mesure aux bornes d'un dipôle isolé, donc du dipôle tout seul, hors circuit électrique. Et c'est la capacité, ça, que le dipôle il a à ralentir le courant électrique, à freiner les électrons dans le circuit. On a après la tension électrique, ça se mesure aussi avec ça, et cette fois-ci, ça va être en dérivation aux bornes du dipôle. La tension, on a notre U, on la mesure en volts, et elle représente un petit peu la différence d'état électrique qu'il y a entre mes 2 bornes. Par exemple, si je mesure la tension aux bornes d'un fil, l'état électrique entre le début du fil et la fin du fil, c'est le même puisqu'on a juste des électrons qui passent. Du coup, la tension, elle vaut 0. Par contre, il y a une différence d'état électrique, de débit d'électrons entre mes 2 bornes. Là, on va avoir une tension. Plus elle est grande, plus la différence est grande. Et enfin, on a la tension, c'est toujours avec cet appareil, mais on n'utilise pas les mêmes bornes. Cette fois-ci, on va venir brancher en série dans le circuit pour mesurer l'intensité. I en ampères. Et là, c'est le débit d'électrons. C'est combien il y a d'électrons qui passent par mon fil par seconde. C'est pour ça qu'on le branche en série, pour que lui aussi soit traversé par les électrons quand on le branche. Normalement, il y a rien de nouveau là-dessus. Si l'utilisation de ça, c'est pas bon, et ce que je viens de dire sur résistance, tension, intensité, ça l'est pas non plus, allez voir les rappels de troisième, parce que ça va être des essentiels en mission, notamment pour la mission de mardi. Hop. Il va y avoir une nouveauté cette année, c'est que jusque-là, vous avez fléché l'intensité, vous avez quand vous faisiez vos schémas électriques, j'en fais un tout simple avec un générateur, hop, et une lampe, ça doit vous rappeler des choses ça. Hop, il y a les pôles plus et moins du générateur et l'intensité, les électrons, ils circulent de la borne plus vers la moins, c'est à l'extérieur du générateur. Du coup, l'intensité, on voulait flécher comme ça, en troisième. Nous, en plus, on va flécher la tension électrique, ça va nous servir pour les lois dans les circuits électriques. Mais on va la flécher de manière différente, en fonction si c'est un générateur, celui qui fournit l'énergie électrique au circuit, ou un récepteur. Pour un générateur, on mettra la flèche de l'intensité et de la tension dans le même sens. Pour un récepteur, on va mettre la flèche de l'intensité et de la tension dans les sens opposés. Ça n'a aucun sens physique, c'est juste une convention choisie par tous les scientifiques pour fonctionner pareil et qui trouvent les mêmes résultats à la fin. Donc il n'y a rien à comprendre là, il faut retenir générateur, on flèche dans le même sens, récepteur, on flèche dans le sens inverse. Ceci nous permet d'arriver à la première loi qu'on appelle la loi des mailles. Une maille dans un circuit, c'est une boucle. Je vous la lis, pour l'instant ça va pas être clair et on l'explique après. La loi des mailles, elle nous dit que la somme algébrique des tensions au sein d'une maille d'un circuit électrique est nulle. Il y a besoin d'un peu d'explication, je pense. Là, on a un circuit électrique en série avec un générateur, une lampe et un résistor. Et on a fléché, donc l'intensité, hop, elle est comme ceci, dans mon circuit. Et on a choisi, donc on a fléché nos tensions et on a choisi aussi un sens de parcours. Là, je l'ai choisi qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. J'aurais pu le choisir dans le sens inverse. Ok. Hop, et on a nos tensions là, à qui on a donné des petits noms U, A, D. Ça, c'est parce qu'on a appelé ce point A et lui D, C, B. Mais pareil, là aussi, c'est arbitraire, c'est juste pour savoir de quoi on parle. La loi nous dit que la somme des tensions, donc la tension du générateur, plus la tension de la résistance, plus la tension de la lampe, ça va être égal à 0. Je prends toutes mes tensions dans une maille, dans une boucle, c'est égal à 0. Il y a juste le mot algébrique qui doit vous faire penser aux valeurs algébriques de l'optique, où des fois on a compté des distances positivement et des fois on a compté des distances négativement. Et bien là, ça va être pareil. On va compter certaines tensions positivement, parce que la tension de U à D ici, elle va dans le même sens que le sens de parcours. Donc je vais compter plus. Par contre, les autres qui sont opposés
au sens du parcours, j'ai mis un moins devant. Je peux écrire ça, et ça, c'est égal à 0, ce qui va me permettre derrière de trouver la valeur d'une tension d'un dipôle composite. Donc la somme des tensions dans une maille est égale à 0. Il faut juste faire attention au signe. Si je choisis un sens de parcours, celui que je veux. Si les tensions que je flèche sont dans le même sens de parcours, je mets plus. Si c'est dans le sens inverse, je mets un moins. Donc ça, c'est la première loi à connaître. La seconde loi, pareil, vous l'avez vu au collège, là, vous ne l'avez pas appelée pareil. Vous appelez ça la loi d'additivité de l'intensité, sûrement au collège. Cette loi nous dit que si j'arrive à un nœud ici, un nœud, c'est forcément dans un circuit, il y a des dérivations. Là, j'ai un générateur et deux dipôles, des 1 et des 2, peu importe lesquels, ici, qui sont, eux, branchés en dérivation l'un par rapport à l'autre. L'intensité qui est ici, dans ma branche principale, ça va être égal à la somme des deux intensités qui vont venir se répartir dans les branches. Donc ici, ici, ça va être égal à I1 plus I2. Si, par exemple, je connais toutes les valeurs sauf I2, ça me permet de trouver la valeur de I2. Si on l'a dit de manière plus scientifique, ça nous donne que la somme des intensités entrantes au niveau d'un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent. On en reparlera, mais c'est cette loi qui fait qu'on ne peut pas brancher trop d'appareils sur une multiprise, sinon ça prend feu. Hop. Et la dernière, c'est la loi d'Ohm. Celle-là aussi, normalement, vous en avez entendu parler en troisième au collège. Elle nous dit que U, la tension au banc d'un dipôle, c'est égal à la résistance du dipôle fois son intensité qui le traverse. Ça veut dire que la tension, parce qu'on peut aussi l'écrire sous la forme R égale à U sur I, ça nous dit que la tension et l'intensité sont deux grandeurs qui sont proportionnelles et que le coefficient de proportionnalité, c'est la résistance de mon dipôle. Hop. Ce qui fait que si on trace la caractéristique d'un dipôle, la caractéristique, comme vous l'avez vu aussi au collège, c'est quand on trace la tension en fonction de l'intensité, ou l'inverse d'ailleurs, ça marche aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle la caractéristique d'un dipôle. C'est de la droite U égale à F de I. Quand c'est un dipôle ohmique qui respecte la loi d'Ohm, on a une droite qui passe par l'origine, du coup, vu qu'il y a proportionnalité entre les deux. Alors, les résistors, par exemple, sont des conducteurs ohmiques, mais pas tous. Une lampe, c'est pas un conducteur ohmique, par exemple. On ne peut pas utiliser la loi d'Ohm sur une lampe ou sur un moteur. Pour la lampe, si on trace le graphique, on obtient un truc un petit peu comme ceci. Donc là, c'est pas du tout proportionnel. On peut pas utiliser la loi d'Ohm sur une lampe. Hop. Pourquoi on parle de caractéristiques et qu'est-ce qui va nous intéresser? Ça va être de trouver le point de fonctionnement d'un dipôle. Le point de fonctionnement d'un dipôle, c'est pour une lampe, par exemple, c'est le point où on a un groupe de valeurs U et I, tension, intensité, pour laquelle la lampe va le mieux fonctionner possible. Elle va pas être en surintensité ou en surtension, elle va pas risquer de s'abîmer, et elle va pas être sous-alimentée, c'est-à-dire pas briller assez. C'est là où elle fonctionne de manière optimale. Comment on trouve ce point-là? On va tracer deux droites, enfin non, pardon, deux courbes, c'est pas forcément des droites. On reprend pareil U égale à F de I, et on va tracer la caractéristique de mon dipôle. Là, j'ai tracé la caractéristique de la lampe et la caractéristique du générateur qui l'alimente. Le point où ma lampe va le mieux fonctionner, c'est l'intersection des deux. Pour cette valeur de U et pour cette valeur de U. J'ai un autre exemple ici. Ici, j'ai une résistance là. J'ai la caractéristique qui est une droite, c'est-à-dire que c'est un conducteur ohmique. Hop, pareil, j'ai tracé la droite U égale à F de I. J'ai tracé pareil pour mon générateur. Le point de fonctionnement de mon dipôle là, c'est cette tension et cette intensité-là. Ça, c'est ce que vous aurez à faire mardi. Trouver le point de fonctionnement d'un dipôle. Hop. Et la nouveauté, c'est les capteurs. Les capteurs, il y en a plein dans la vie de tous les jours, hein. Quand vous avez le chauffage qui se déclenche dès que la température descend en dessous de telle valeur, c'est un capteur qui agit. Quand on a un bip bip de recul, quand on recule en voiture et qu'on arrive trop près d'un obstacle, c'est un capteur. L'éclairage public qui s'allume tout seul quand il y a la tombée de la nuit, c'est des capteurs aussi. Donc il y en a plein dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait un capteur? C'est qu'il va avoir en entrée, il va mesurer une grandeur physique
pour mon capteur sur les réverbères qui s'allument tout seul, ça va être la luminosité. Et cette grandeur-là, il va la transformer en grandeur de sortie en une grandeur électrique. Tension, intensité, etc. Et du coup, en fait, on va avoir, par exemple, il y a deux types de capteurs que je vous ai mis un exemple, une thermistance ou une photorésistance. La thermistance, elle mesure la température. Elle va détecter une certaine température et en fonction de la température qu'elle ressent à l'extérieur de la pièce, elle va venir modifier sa résistance en général dans le circuit électrique pour venir modifier le fonctionnement du circuit électrique. Et par exemple, elle va avoir une très 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 grande résistance quand la température va bien. Du coup, il y a très peu d'intensité dans le circuit électrique. Et dès que la température diminue, elle va diminuer aussi sa résistance pour que mon chauffage se remette en marche. Il y a d'autres capteurs, une photorésistance, ça va capter la luminosité et du coup permettre un éclairage automatique. Donc à chaque fois, on a une capteur qui est prise, une information qui est prise par le capteur, il la transforme en grandeur électrique une fois dans le circuit électrique. Hop, je vous montre. Alors nous, on va utiliser des trucs qui ressemblent à ça. Là, on a une photodiode. En PP, vous avez utilisé une photothermistance, je crois. Mais la deuxième mission de ce chapitre-là, c'est utiliser un petit capteur comme ça. Voilà. Si on doit lister ce que vous devez retenir, il y a la loi des mailles qui nous dit que la somme dans une maille, dans une boucle du circuit, la somme des tensions est égale à 0. Mais attention, c'est des valeurs algébriques, on va choisir un sens pour les compter en positif ou en négatif. Il y a aussi la loi des nœuds qui nous dit que l'intensité à un nœud, les intensités qui arrivent sont égales à la somme des intensités qui en partent du nœud. Il y a la loi d'Ohm, où elle n'est valable que pour les conducteurs ohmiques. Donc nous, en gros, il n'y a que les résistors qui vont être modélisés par cette loi-là, qui nous dit que U est égal à R fois I. Vous devez savoir que la caractéristique d'un dipôle, c'est la courbe où on représente la tension en fonction d'intensité. Que ça peut nous permettre de trouver le point de fonctionnement quand on trace la caractéristique du récepteur et du générateur. Et qu'un capteur électrique, ça permet de convertir une grandeur physique, la température, la luminosité, en une grandeur électrique derrière. Et là, j'ai fini.